d'être libre et de nous exprimer comme on veut. Les violences en milieu scolaire et en dehors, au Gabon, connaissent une recrudescence inquiétante. C'est d'ailleurs l'objet de cette émission, Le Peuple s'exprime. Avec vous, mesdames, messieurs, qui nous rejoignez à l'instant, nous avons des invités pour aborder cette problématique qui fait couler tant d'encre et de salive. Il y a dans ce plateau M. Gildas Nzoku, il est enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a également à vos côtés Mme Justine Lekogo, membre de la société civile, on va le dire, voilà, député de la transition, membre de la société civile. Voilà. Et puis, il y a également Madame Aimée Essono, elle est psychologue. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Face à vous, messieurs, mesdames, il y a d'autres invités. Rosamour Gastien, il est chercheur au CNRS en psychologie. Merci d'être des nôtres. À vos côtés, il y a Madame Erudis Salenyongo, elle est enseignante. Merci également à vous d'être des nôtres. Et puis, Madame Annie-Gisèle Nyongui Moukani, elle est syndicaliste, mère de famille, comme on le dit communément au Gabon. Merci d'avoir accepté de discuter avec nous de cette problématique, ces violences, cette recrudescence de violences dans le milieu scolaire et même en dehors. Vous, en tant que parents, des responsabilités que vous occupez dans la société, quel est le regard que vous portez dessus, en commençant bien sûr par vous, Madame Essono? Déjà, je vous remercie pour cette invitation et de l'intérêt que nous portons tous à cette thématique. Déjà, je fais part de ma compassion à toutes les familles concernées par cette situation, notamment la toute dernière, celle du cas du jeune Warren. Ouais. Ma compassion, que ce soit pour sa famille et aussi pour la famille de l'agresseur, parce que nous sommes tous des parents et aucun parent ne... Si chaque parent pouvait donner à son enfant son cœur lorsqu'il sort de la maison, il y a des choses que nous ne verrons certainement pas. Cette recrudescence, elle est réelle, que ce soit en famille, en milieu scolaire, dans la rue, partout, un enfant jeune peut vous agresser. Il s'agit aujourd'hui de notre jeunesse et qu'il est temps peut-être que des réflexions plus profondes soient menées. Ouais. C'est le cas de cette émission. Alors, comment l'expliquer? Je vous repose la question à vous également, vous qui êtes enseignante. Comment expliquer cette recrudescence de la violence? On va dire quoi? C'est un sentiment de désolation déjà pour nous enseignants, parce qu'on se rend compte qu'on a aussi également une partition dans cette recrudescence. On se pose la question de savoir pourquoi ça arrive au sein de l'établissement et pourquoi depuis un temps, ce phénomène persiste et dure. Donc du coup, nous aussi, on se pose des questions, qu'on souhaiterait avoir des réponses. Pourquoi ça persiste? Est-ce nous ou est-ce les parents, les responsables? Alors, quand vous parlez de parents, il n'y a que le regard de la société, on le connaît un tout petit peu, mais est-ce que finalement, au Gabon, on n'a pas une société qui semble avoir baissé les armes pour lutter contre ces violences-là? Parler de la famille, c'est parler de la société en miniature. Ouais. Donc, si ce problème persiste, c'est la société en général qui a baissé sa garde. Parce que l'éducation de l'enfant n'est pas uniquement de la famille, c'est tripartite. C'est l'éducation, c'est l'école, c'est la famille et également la société en général. Vous qui êtes chercheur au CNRS, en psychologie, à quel moment la société, dans son ensemble, aurait échoué dans l'éducation, par exemple, des enfants qui sont aujourd'hui auteurs de ces violences? Alors, je vous remercie déjà pour l'invitation et pour me donner surtout l'opportunité de m'exprimer sur cette question, une problématique qui a déjà valu d'ailleurs un objet pour mes recherches. La violence est un acte délibéré, orienté vers autrui ou vers un groupe, vers soi-même, envers soi-même, pour nuire en réalité. Il y a donc l'idée d'intentionnalité de la violence. Et la violence relève d'un apprentissage social. La violence n'est construite... C'est-à-dire? La violence n'est construite que sur la base des informations qui sont autour donc, de l'enfant, de l'individu. Ces informations environnant l'individu émanent à la fois des médias, d'accord, des réseaux sociaux numériques aujourd'hui, des pères, d'accord. Et ces violences-là, elles sont permanentes dans l'environnement du sujet et va créer ce qu'on va appeler le nid communicationnel à l'origine de la violence. Et ce nid communicationnel, l'individu, l'enfant, est en perpétuel contact avec ce nid communicationnel-là. Et la violence
n'est que la résultante en réalité de cette emmagasination, d'accord, de ces éléments communiqués par l'environnement. Et donc, c'est un apprentissage. L'environnement nous conditionne, et nous, en psychologie, on dit que le comportement est le résultat, d'accord, de l'environnement dans lequel l'individu évolue, mais de l'ensemble des substrats autour desquels l'enfant est inséré. Et ces substrats-là, ils sont à la fois immédiats, donc tangibles, physiques, concrets, mais ils sont également imaginaires. À vous entendre parler, est-ce que la société gabonaise ne serait pas en danger à partir du moment où, lorsque vous allez par exemple à la maison d'arrêt de Libreville, il y a des jeunes de 14 ans qui sont incarcérés? Écoutez, la société à la fois elle est productrice de violence, mais elle est également victime de violence. D'accord. Autant les substrats à partir desquels on a construit la société, d'accord, les valeurs qui sont transmises, que ce soit des valeurs familiales ou les valeurs communautaires ou les valeurs institutionnelles, conjuguent vers l'idée que la violence doit être proscrite. Sauf que la société en elle-même a commencé à normaliser la violence, de sorte à ce que la violence est perçue par nous les chercheurs comme étant quelque chose de désormais institué, quelque chose de prescrit. Et cette prescription de la violence... Ce n'est pas exagéré que de le dire. Non, vous le dites quand même en présence d'un député de la transition. Hein. D'accord, je le dis parce que je le pense. D'accord. D'accord, je le dis parce que je le pense. Je prends une illustration aussi basique. Je vous en prie. Pas de course, on va permettre à d'autres de réagir D'accord. aussi. Non, poursuivez. Bien poursuivez. Lorsque, à l'école, Ouais. on demande à des enfants qui devraient contrôler leur style vestimentaire, qui devraient respecter les horaires de cours, qui devraient se teindre, enfin se coiffer d'une certaine manière, ce sont des formes de violence institutionnelles. Mais ces violences-là, elles visent justement à l'adoption d'un comportement que nous, on veut justement, institution, que les enfants adoptent. Sauf que derrière cette violence, cette forme de violence-là, il y a le rôle de l'adulte. Et donc à la fois de l'enseignant en milieu scolaire, du parent dans la structure familiale, mais également des réseaux communicationnels qui ne sont pas à la portée des parents en termes de contrôle. Lorsque votre enfant sort de chez vous, vous n'avez pas le contrôle de ces réseaux de communication. Mais c'est par les réseaux de communication, effectivement, que la violence est partagée, elle est enseignée, elle est apprise, elle est partagée, justement, dans ces réseaux de communication-là, de sorte à ce que l'enfant, lorsqu'il arrive chez vous, il est celui que vous espérez qu'il soit, mais lorsqu'il n'est plus chez vous, il est sujet de violences symboliques autour desquelles cet enfant-là, il n'est plus le même lorsqu'il est chez vous et lorsqu'il ne l'est pas. Alors la question que j'ai envie de vous poser, mais je vais quand même me retourner vers Madame Justine Lekogo, est-ce à dire aujourd'hui que le contrôle parental, par exemple, ne se limite que au sein du cocon familial? Si on veut lutter contre ces violences, comment faire alors? Comment y parvenir? Puisque une fois l'enfant sorti de la maison, demeure exposé à d'autres formes de communication. Ok, déjà je tiens à remercier pour l'invitation, mais je voudrais quand même rappeler, vous parlez de la violence en milieu scolaire. Quand on parle de la violence en milieu scolaire, c'est quoi le milieu scolaire? C'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu où on cultive la paix, on cultive le respect. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Gabon, ça ne se passe pas seulement au Gabon, ça se passe un peu partout. Nous avons dans d'autres pays africains, même au-delà de l'Afrique, ces scènes de violence qui sont filmées, les bagarres qui sont filmées par les autres enfants. Mais non, je voudrais juste dire par rapport à votre question, ce qu'il faut, c'est que ces comportements traduisent quelque chose. Il y a un malaise social. Le malaise social ne se limite pas à la maison, mais ça peut aller un peu partout, comme lui, il était en train de parler de la violence institutionnelle. Et donc, le malaise social, c'est déjà l'éducation. L'éducation de base, ça part du cercle familial. Et une fois, vous avez plus ou moins permis à ce que ça soit réellement respecté, et il y aura plus ou moins d'impact à l'extérieur, parce que c'est la perte des repères qui fait en sorte que l'enfant n'arrive plus à se contrôler réellement dehors. Mais si vous avez pu maîtriser au niveau familial, l'enfant aura du mal à perdre ce repère-là. Et c'est à cause de ça,
mon autre interlocuteur disait que le milieu familial a un rôle à jouer. Et il y a aussi un malaise au niveau du système éducatif. Pas seulement le malaise social, mais le système éducatif. Ce malaise, comme il a souligné, la violence institutionnelle, vous avez des enfants qui ont eu des moyennes très élevées et qui ont plus ou moins eu à cohabiter avec des autres étudiants, des autres élèves en terminale. Bon, je peux prendre mon cas, et vous retrouvez, dès qu'on octroie les bourses, on a l'impression que ceux qui ont eu des faibles notes, on les envoie à l'extérieur et vous restez au Gabon. Et donc, c'est une autre manière de s'exprimer. Bien que la personne ne l'extériorise pas, ne montre pas clairement, mais quelque part, il va chercher à extérioriser ça d'une autre manière. Donc, ça peut aussi arriver dans le cadre de la violence. Donc, à un moment donné, c'est à nous, il n'y a pas que les parents, c'est où, quand je parle du social, je vois le parent, je vois l'administration, je vois le gouvernement, je vois tout le monde. Donc, nos comportements dans l'administration peuvent plus ou moins impacter nos enfants. Nos comportements à la maison peuvent impacter nos enfants, même si ces enfants ne s'expriment pas, parce que beaucoup disent, oui, l'enfant, il est à l'extérieur, on ne le contrôle plus. Mais c'est parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer à la maison. Pourquoi il n'arrive pas à s'exprimer à la maison? Est-ce qu'il y a des échanges entre parents et enfants? Mais s'il n'arrive pas à s'exprimer à la maison, il peut s'exprimer ailleurs. Et il y a plusieurs façons de s'exprimer. D'accord. Je vous passe la parole à vous pour réagir également après tout ce qui vient d'être dit. Je vous remercie, cher ami, déjà pour l'invitation et la parole que vous m'accordez. Je voudrais, permettez-moi un instant, de préciser l'angle à partir duquel je vais intervenir. En me présentant, vous avez, et à juste titre, dit M. Gildas Nzoku, enseignant-chercheur. Oui, je suis enseignant-chercheur, mais je ne vais pas intervenir ici en tant que chercheur. Je vais intervenir en tant qu'enseignant, en tant que responsable administratif et en tant que parent et chef de famille. Ma spécialité, c'est la philosophie. J'ai pris le temps d'échanger brièvement avec plusieurs de mes collègues de la faculté des lettres et sciences humaines, notamment les spécialistes de ces questions, les membres du département de sociologie, qui ont mené et produit beaucoup de travaux publiés. Malheureusement, aucun d'eux, j'ai essayé de m'assurer qu'ils avaient été également invités, comme par hasard, le mauvais hasard en tout cas. Aucun d'eux n'a été invité sur ce plateau. Eux, ils nous auraient certainement gratifié d'une analyse, d'une étude empirique, parce qu'il y a les mesures stochastiques qui sont faites, c'est-à-dire la statistique, la mesure statistique du phénomène qui est débattu ici et maintenant. Dans la question des violences en milieu scolaire et même hors du milieu scolaire, il y a plusieurs types de violences et plusieurs formes de violence. C'est un phénomène qui est largement documenté et les différentes formes de violence, il y a des violences physiques, des violences verbales avec des conséquences sur le psychisme des victimes. Il y a également même des formes de violence souvent difficilement qualifiables, mais qui relèvent tout simplement de la condition économique, sinon matérielle, des individus. Du point de vue du philosophe que je suis, nous qualifions la violence comme il suit. Il y a des pulsions, et ça les psychanalystes et psychologues le savent très bien. Il y a des pulsions naturelles chez chaque individu, les pulsions de vie et les pulsions de mort, c'est-à-dire l'énergie de l'éros et l'énergie du thanatos. Lorsque la violence, c'est quoi? C'est l'extériorisation de ces forces, mais de manière brute, de sorte à exercer et à causer des dommages sur autrui ou même sur soi-même, avec toutes les conséquences psychiques, les traumas qui s'en suivent. En ce qui concerne la violence précisément en milieu scolaire, qu'elle soit la violence
sur le plan du harcèlement sexuel, sur le plan du harcèlement moral, sur le plan des violences physiques. L'école est un compartiment de la société. Et donc la violence en milieu scolaire n'est qu'un continuum, ce n'est qu'une continuité de la violence de la société. Et s'il faille remonter, parce que nous parlons plus des effets en fait, les différentes formes d'expression de la violence, mais la racine de la violence, et mon jeune collègue chercheur du CNRS l'a abordé de manière technique, c'est qu'il y a, on parle beaucoup de perte de repères. Il y a une démission quasi collective de la société et de la famille gabonaise. Vous avez des jeunes mères dans les taxis que vous rencontrez et qui vous disent, l'enfant se met à crier, elle n'arrive pas à canaliser un enfant de 2 ans. Elle dit, mais cet enfant, il me dépasse. Mais madame, à 2 ans, un enfant vous dépasse, et à 15 ans, qu'est-ce qu'il en sera? Il y a une perte de l'autorité parentale. Les valeurs que la cellule familiale doit inculquer à un enfant pour qu'elles soient intériorisées, parce qu'il ne suffit pas d'émettre des interdits. L'énonciation des interdits pousse l'être humain à les braver et à les violer. Par contre, la règle morale doit être intériorisée par le sujet. Et pour qu'elle soit intériorisée, elle doit être vécue. Le prescripteur de la règle morale doit lui-même faire corps avec cette règle morale. Il doit être un modèle pour son enfant. Si vous regardez des séries d'une violence inouïe en famille et que ça rigole, on banalise la violence. Si chaque fois qu'un enfant pose un acte répréhensible, systématiquement la famille essaye de couvrir le délit de son enfant et ne lui fait pas prendre conscience de la gravité de l'acte posé, vous comprenez que ce délitement moral de la société est exprimé physiquement et verbalement par les enfants, mais en fait c'est toute la société et même l'appareil de l'État. Il y a une perte totale de l'autorité de l'État dans ce pays. Et quand il y a la perte de l'autorité de l'État, il y a la perte de l'autorité parentale et il y a un délitement de toute la société. Êtes-vous en train de dire que nous sommes en face d'un cas d'abandon total, de responsabilité? Ce n'est qu'une expression de la démission morale de chacun d'entre nous. Collectivement, j'entends. Maintenant, il y a des exceptions, il y a encore des poches de résistance en termes de transmission des valeurs morales aux enfants, en termes de transmission de la discipline. Et en tant qu'enseignants, de faculté certes, nous avons assisté à des scènes de violence inouïe, des étudiants qui ont pratiqué des agressions physiques sur leurs enseignants, devant toute la classe, aussi au vu de toute l'administration universitaire. À ce moment, qui en est responsable? Qui sont déjà des étudiants, parce qu'ils sont des adultes. Bien qu'ils soient déjà des étudiants, vous parlez de l'éducation, la base, la cellule familiale, qui en est responsable? En ce moment, la première question qui se pose, c'est la responsabilité. La responsabilité pénale, elle est d'office, parce que c'est du factuel. Avant que nous ne fassions une quelconque analyse psychanalytique, remonter aux sources et à la racine psychique de l'expression brute de cette énergie. Mais il y a un fait. Et quand le fait il est posé dans une société qui a des normes. Et ces normes, parmi lesquelles, les normes juridiques. Vous posez un acte, vous êtes un adulte, et même si vous êtes un mineur, il faut d'abord répondre de vos actes sur le plan pénal. Et ensuite, il doit avoir une prise en charge, c'est-à-dire un accompagnement. Et là, je laisserai le psychologue parler, le sociologue parler, et l'éducateur en général parler. Mais si au niveau factuel, qui est le niveau le plus objectif possible, la réponse pénale n'est pas souvent à la hauteur, la responsabilité pénale n'est que très rarement assumée, vous comprenez que si nous n'arrivons pas à prendre nos responsabilités sur ce qu'il y a de simple à faire, ce n'est pas sur ce qu'il y a de plus complexe à faire.
je préfère ne pas monopoliser. Certainement, la Non, parole... non, je vous suis, parce qu'on va passer C'est la lui qui parole à distribue Madame la parole. Nyangui Moukani. Merci. J'ai envie d'insister sur la question liée à la responsabilité. Vous évoquez le code pénal et autres, d'accord, mais ça, avant que d'y arriver, il y a d'abord que l'enfant sorte d'une cellule familiale, soit-il devenu étudiant ou pas. D'où ma question. Exact. Qui est responsable voilà, dès le départ? C'est une responsabilité partagée. Il y a la responsabilité de la famille, parce que ceci est un signal d'un manque de bonne éducation. Et ensuite, il y a la responsabilité de l'individu qui pose l'acte lui-même, parce qu'avant tout, c'est un individu. Et j'insiste sur le fait qu'il soit adulte, qu'il soit majeur, donc responsable pénalement, ou qu'il soit mineur, il est quand même l'individu qui a posé un acte et dont les conséquences doivent être assumées d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tous les Gabonais devraient penser comme vous? Je m'interroge, à partir du moment où l'objectif serait de ne pas arriver à voir son enfant être placé en détention, par exemple. Est-ce que l'on devrait penser de la sorte, en se rappelant à toutes fins utiles que nous avons la responsabilité pénale, la responsabilité civile, que l'on soit majeur ou mineur? Annie Gisèle Nyangui Moukani. Merci de m'avoir donné la parole. Bon, moi, je vais aller tout droit au but. Vous savez, on peut parler tout le français qu'on parle là. La société gabonaise a perdu des repères. Il faudrait que nous, les Africains, nous rapproprions nos us et coutumes, qu'on le veuille ou pas. Le fait de la dépravation de mœurs est à l'origine de tout ce qui nous arrive. À l'époque, quand nous on grandissait, je pouvais quitter de chez moi pour aller dormir chez mon voisin. Les familles se connaissaient, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, chose qui ne se fait pas. Un enfant est capable de tuer l'autre pour 50 francs, chose que nous, on ne faisait pas. C'est dû à quoi? La société qui a laissé l'occidental venir nous envahir avec leur dépravation de mœurs. Et vous n'allez pas accuser l'Occident. Je vous le dis. Madame Annie, Les violences que nous décrions aujourd'hui. ce n'est pas l'Occident qui vous empêche Je vous d'éduquer dis, vos enfants et de leur les violences que nous donner... décrions aujourd'hui, ça se faisait auparavant. Aujourd'hui, c'est connu parce que nous avons les réseaux sociaux. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai mes enfants qui étaient à Bessu. Un matin, j'arrive, je paye les livres à mon enfant. L'enfant me dit, maman, on a volé le livre. Comment ça? Mais ce que les condisciples ne savaient pas, c'est qu'après qu'on achetait le livre à l'enfant, on mettait le nom de l'enfant derrière et le père signait. On trouve le livre, il y a la signature. On fait venir le parent de l'enfant. Vous savez qui arrive? Colonel avec les étoiles. Vous savez ce qu'elle me dit? Vous me faites déplacer pour un livre, vous pensez que mon enfant est incapable, je suis incapable de payer un livre. Vous trouvez que c'est normal? C'est la famille. C'est la société qui a changé de façon de faire. On ne peut pas. Aujourd'hui, on parle de dépravation de mœurs, on parle de violence, mais nous-mêmes, les parents, sommes à l'origine. On venait de parler là. Et ton enfant va taper l'enfant de l'autre jusqu'à lui casser le visage. Tu as quand même le courage d'aller intimider la famille de l'enfant qui a été victime. Est-ce que même nous, toi-même, le parent, quand tu fais comme ça, tu trouves que tu es normal? Ça veut dire que cet enfant, qu'on a failli ôter la vie, ce n'est pas quelqu'un. Et vous aussi, vous êtes responsable, je vous dis les médias. Parce que vous avez toujours pour manière de faire, quand un truc comme ça arrive, vous banderez le visage de l'enfant pour dire présomption d'innocence. Quand lui, il allait vouloir tuer l'autre, il ne savait pas qu'il ne fallait pas le faire. Comme disait mon frère à l'heure actuelle, chacun doit assumer. Je vous assure que si on commence à faire la loi d'Italion, certaines choses vont arrêter dans ce pays. Pas jusque-là, madame. Je vous le dis. Gisèle Nyangui Moukani. Je prends l'exemple. On parle de violence. Les parents nous-mêmes, nous sommes à l'origine. Vous prenez un parent, vous le mettez ministre dans une administration. Il détourne les deniers publics. Quelle éducation il peut donner à son enfant qui est à la maison? Est-ce qu'il y a un lien? Mais ça va de tout ça. Ça va de tout ça. Ça va de tout ça. Ça va de la violence. Puisque là, par exemple, le cas on va me dire que oui, comme j'ai vu dans les journaux, à cause des effectifs pléthoriques, lisez Blaise Pascal, ils sont 100 dans la classe. Et pourtant, ce sont les élèves du lycée Blaise Pascal les nés des 4 qui ont agressé. Et les enfants qui ont agressé cet enfant, c'est les enfants des parents d'Anti. Ils ne sont pas pauvres. Vous voyez que c'est des fausses raisons qu'on cherche. Il faut que la société gabonaise reprenne ses repères. On a perdu des repères, on croit à tout et n'importe quoi. D'accord. Pourquoi en Chine, ça ne se fait pas? Et pourtant, en Chine, c'est un pays développé. Mais vous voyez l'éducation que les Chinois donnent à leurs enfants. Nous, nos enfants passent du temps à aller danser dans les églises tous les dimanches. Alors que les Chinois, un enfant chinois à 5 ans, il commence déjà à planter, à faire quelque chose, à fabriquer même un ordinateur. Nous, c'est quoi? Pourquoi on ne peut pas copier ce qui est bien au lieu d'aller prendre toujours tout ce qui nous va mal? Comment un enfant peut frapper sa mère? Est-ce que c'est normal? Ça aussi, c'est nos mamans, nous-mêmes qui laissons.
Parce qu'un enfant qui sort, il arrive à 24 heures, c'est toi qui ouvre la porte. Il faut que l'enfant sache si c'est lui qui a construit la maison ou c'est toi. Moi, je ne me vois pas, moi, Nyangé, en train de dormir. Toi, tu vas rentrer à 24 heures, toi, il me connaît, je t'ouvre la porte, ça dit que ça ne va pas. Mais non, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de ce qui nous arrive. Et les enfants aujourd'hui, tout ce qui arrive, ce sont notre société qui est à l'origine de ça. Parce que quand ça commence, on commence à cacher, comme on dit. Mais vous continuez à demander à l'enfant de le faire. Un jour, mon enfant encore, un enfant arrive avec un couteau. Messieurs, hein, avec un couteau, il prend le couteau, il met à mon enfant au cou. J'ai voulu voir si le couteau est tranchant. J'ai débarqué. Ça là, vous pouvez demander à monsieur. On connaît, je suis allé à monsieur, j'ai dit, bon, si c'est mon enfant qui vous suit, parce qu'il cherche à manger, voilà mon numéro de téléphone. Mais si quelqu'un touche à mon enfant, vous allez me sentir. Aujourd'hui, il y a des parents qui envoient même leurs enfants. Beaucoup de parents sont dans les loges. Ils envoient leurs enfants aller prendre les enfants des autres pour venir exécuter. Nous vivons ça ici dans ce pays. Ça, c'est quoi? C'est la société. Encore, ça reste à démontrer. Je vous dis, c'est la... Monsieur Armstrong, c'est des choses que nous vivons, c'est des choses vécues. Nous avons vécu des crimes rituels, c'est la société qui a perdu ses repères. Que la société reprenne ses repères, tout ça, ça va rentrer dans l'ordre. Parce que tant que les parents seront comme nous sommes, tant que la société va toujours laisser les gens impunis, je vous prends un exemple. Dans d'autres pays, quand un enfant commet un délit, on le condamne. Un parent, par exemple, je prends le cas de la Chine, un responsable d'administration détourne des fonds, on l'exécute. Vous pensez qu'ils le font pourquoi? C'est pour attirer l'attention de ceux qui sont censés vouloir faire ça. Ils vont dire que si moi je fais, je fais. Mais nous, tout ici, c'est le laxisme. Tout est laissé. Chacun fait ce qu'il veut, c'est le matin, un matin. Tu connais à qui tu as affaire. C'est bien. Je connais à qui tu as. Vous pensez que l'enfant là, sincèrement, je vous dis, Dieu est bon. Parce que ce qui est arrivé à cet enfant-là, il n'y a que Dieu seul qui sait. D'accord. En deuxième partie de cette émission, nous rentrerons de plein pied dans ce débat consacré justement aux violences en milieu scolaire et en dehors. Le regard de la société gabonaise, ce sera dans une poignée de secondes seulement. À tout de suite. Nous avons le droit d'être libres et de nous exprimer comme on veut. D'être libre et de nous exprimer comme on veut. Deuxième partie de cette émission, Madame, Messieurs, merci de rester des nôtres. Gildas Nzoku, enseignant-chercheur à l'Université Omar Bongo, est des nôtres. Il y a également Rosamour Gastien, il est chercheur au Sénarest en psychologie. Erudis Lenyongo, elle est enseignante. Justine Lekogo, députée de la transition, membre de la société civile. Madame Aimé Essono, elle est psychologue. Annie Gisèle Nyangé Moukani est syndicaliste. Alors, allons dans le vif du sujet. Qui est responsable de cet état de fait, cette insécurité qui s'installe, ces violences, sans que l'on ne soit capable de déterminer à certains moments les différentes responsabilités? Mais qui en sont les responsables? En commençant par vous. Merci. Je peux dire que nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables pour avoir travaillé dans des structures qui reçoivent les enfants de la rue, notamment le centre Arc-en-Ciel qui est derrière Sainte-Marie, qui reçoit les enfants de la rue, pour les avoir écoutés, pour avoir eu un peu de leur histoire. C'est pourquoi je dis que nous sommes tous coupables. Lorsque votre enfant sort de la maison, la rue le récupère, les amis le récupèrent, d'autres types de canaux le récupèrent. On se demande pourquoi nos enfants ne sont plus patients. À l'époque, on parlait de faire l'animation. C'est entre griffes. On se chahutait. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Dès qu'un enfant est chahuté, il passe à la vitesse supérieure sur le champ. Il y a des parents qui sont laxistes. Et c'est vrai, comme l'a dit Mme Moukani. Vous avez des enfants, des parents qui passent à leurs enfants tous leurs caprices. L'enfant n'a pas le sens de la mesure. Dès lors qu'il fait une bêtise, le parent cherche des échappatoires, il ne peut pas corriger son enfant, autant lui-même ne le corrige pas, personne ne doit le corriger son enfant. Et du coup, cet enfant, on oublie qu'il va grandir, qu'il va devenir un adulte plus tard, il va grandir avec les mêmes schémas. C'est pourquoi je dis, nous sommes tous coupables. Parce que même dans certains couples, il y a des mésententes entre le papa et la mère par rapport à l'éducation des enfants.
Et la question de la violence, puisque ça perturbe d'abord l'enfant, ça perturbe la société. Il y en a des enfants qui sont plus violents que les autres. Il y a des enfants qui ne savent pas se défendre. Nos enfants, il y en a qui sont élevés dans le cocon. Ils ne savent pas que le dehors est violent, comme on le dit. Nous avons tous un rôle à jouer. Laisser l'école seulement dire que ce sont des anciens, non, les anciens sont aussi des pères de famille. Ils font déjà beaucoup. Mais lorsque l'enfant part de la maison, c'est à nous de lui fixer le cadre, le canevas et la force de caractère qu'il faut face à cela. Êtes-vous en train de dire que ce serait peut-être parce que l'éducation donnée à la maison n'est pas solide qu'un enfant peut se laisser détourner lorsqu'il est à l'extérieur? Mais nous, le parent a le devoir de donner à son enfant un caractère. Avec ce qui se passe aujourd'hui, nous avons l'obligation de donner à nos enfants des caractères qu'il faut face à toute cette pression, parce qu'il y a une pression sociale. Tout à l'heure, il a parlé de le phénomène de la pauvreté. Oui, oui. Et c'est là que je vais chuter tout à l'heure lorsqu'on parlait de stratégie. Pourquoi ne pas donner à nos travailleurs sociaux toute la force qu'il leur faut? Ils sont là pour accompagner également. Il y a des parents qui sont dépassés. Oui, un parent, comme tu dis, un enfant ne peut pas te dépasser, c'est ton enfant. S'il te dépasse, qu'est-ce qu'il fera de toi plus tard s'il te dépasse? Donc je pense que nous, c'est un problème réel. Pourquoi ne pas faire les états généraux de la famille aujourd'hui? On a bien fait de l'éducation, également les états généraux de la famille gabonaise, avec tous ces fléaux que nous vivons aujourd'hui, la violence, la toxicomanie, l'alcoolisme. On a besoin de se retrouver et de débattre de la famille gabonaise de demain. Est-ce que ce ne serait pas des assises de trop quand il est simplement demandé à un parent d'être responsable face à son enfant? Non, il y a des parents qui ont besoin d'être accompagnés, parce que si on ne met à l'avant que la justice pour condamner le côté répressif, mais il y a aussi le côté social, il faut accompagner. Lorsque l'enfant sort de prison parce qu'il a tué, il a fait du mal ou il a fait ceci, après, qu'est-ce qu'on en fait? Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a des enfants de 14 ans qui sont en prison. Lorsqu'il sortira, dans 5 ans, il aura quel âge? 19 ans. S'il doit refaire sa vie d'homme, c'est un homme. Si c'est un garçon, c'est un homme. Si c'est une fille, il va faire également une femme. Il sera quel type de parent demain? S'il n'a connu que la répression, s'il n'a connu que ça. C'est ça, c'est une question d'ensemble. Nous devons tous réfléchir. Les députés, les parlementaires, les religieux, la société civile, nous devons tous nous asseoir pour nous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive. Alors, je vous repose la question à tous. La parole est à qui veut la prendre. Si l'éducation donnée à la maison n'est pas solide, le résultat, c'est certainement celui qu'on observe lorsque l'enfant va à l'extérieur. Mais pourquoi au Gabon, l'on parle de ces phénomènes et puis souvent on met au devant de la scène le fait que l'enfant se retrouve à l'extérieur et engrange d'autres formes de vie, d'autres moyens de se socialiser, par exemple? Il y en a qui commencent dans la famille. Je peux revenir à la première question. Vous avez parlé des coupables. Mais vous ne pouvez pas parler de coupables sans connaître les causes. C'est comme si on allait aux conséquences, mais on n'a pas plus ou moins fait allusion aux causes. Quelles sont les causes? Nous avons des familles fragilisées. Et la famille fragilisée, comme elle disait, impacte négativement sur le comportement de l'enfant. Nous avons les réseaux sociaux, comme lui-même il a mentionné tout à l'heure. Les réseaux sociaux vont aussi impacter sur le comportement de l'enfant. Alors, où est-ce que l'enfant regarde les réseaux sociaux? À partir des réseaux sociaux, vous avez la perte d'autorité, comme elle l'a mentionné, Mme Nyangui, que ce soit la perte d'autorité à l'école, comme elle-même elle est allée à Bessué, elle a fait comprendre aux enseignants, si vous n'avez pas d'autorité, j'espère que ce qui arrive aux autres enfants n'arrivera pas à mon enfant. Et elle a fait allusion à la famille. Une maman qui s'élève à 24 heures pour ouvrir la porte à son enfant, c'est comme si c'était l'enfant qui devenait le propriétaire de la maison. Donc, cette perte d'autorité est partagée, que ce soit à l'extérieur, mais aussi à la maison. Parlons d'abord de la maison, de la cellule familiale en elle-même. Restons à ce niveau. Oui, et déjà, la perte d'autorité, il faut chercher à comprendre l'une des causes. Parce qu'aujourd'hui, il faut connaître que dans notre pays, nous avons des parents qui élèvent des enfants seuls. Et des familles monoparentales. Familles recomposées. Et des familles récomposées. Bien sûr, là, il fait la différence entre élever et éduquer l'enfant. Et élever un enfant toute seule et l'éduquer, c'est aussi autre chose. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne donne pas la bonne éducation à son enfant parce qu'on est une famille monoparentale?
on peut donner, on ne dit pas qu'on ne donne pas la bonne éducation à son enfant parce qu'on élève l'enfant. Moi, j'ai mon enfant, mais mon enfant, je l'éduque d'une certaine manière. Mais il faut savoir que l'éducation que l'on donne à notre enfant, on l'a appris aussi quelque part. Bon, donc, c'est une chaîne. Vous avez eu la maman, vous avez eu le père, vous avez eu aussi votre grand-mère, vous avez eu votre grand-père. Donc, c'est une chaîne. Donc, en parlant de l'enfant, il faut d'abord partir de l'éducation que vous-même, vous avez acquis par le passé. Le comportement de l'enfant ne reflète que ce que cet enfant perçoit autour de lui. Alors, si vous n'avez jamais agressé quelqu'un dans la rue en tant que parent, même du temps de votre jeunesse, comment expliquer que votre enfant, aujourd'hui, en 2025, se retrouve à agresser quelqu'un dans la rue? A donné la réponse tout à l'heure. Oui, oui. Je laisse... L'enfant, la société est déjà en train d'éduquer l'enfant d'une autre manière. C'est pour ça que je dis que la société a perdu ses repères. Moi, j'élève mon enfant. Et puis moi, comme je le disais, nous-mêmes les parents aussi, nous sommes. Parce que les parents, quand ils envoient les enfants à l'école, une fois l'enfant est parti à l'école, le reste, il ne suit plus. Je vous assure, M. Armstrong, mon fils a eu le bac. Je l'ai accompagné au Rwanda faire les études. Quand j'arrive, l'administration était tellement choquée de voir une mère qui accompagne son enfant pour voir comment l'enfant va se loger. La plupart des parents, ils font comment? Dès qu'ils trouvent une inscription à l'enfant, ils envoient. Mais ce qui revient de là-bas, c'est autre chose. Moi, les miens, je vais jusque dans la salle de classe. Je vais voir les professeurs. Jusqu'au principal, je suis connu à Bessu. Parce que je dis, et pourtant je les ai... combien de parents le font aujourd'hui? Je les ai élevés. Quand vous parlez de famille monoparentale, je dis ça, c'est une fausse raison. C'est l'éducation des bases. Voilà. J'ai élevé mes enfants seuls, j'en ai 4. 3 filles, 1 garçon. Je les ai élevés toutes seules. La première travaille aux eaux forêts, la deuxième aux affaires étrangères, troisième aux États-Unis, quatrième à M. Gabon en licence 3. Seul. J'ai été éduqué par un militaire, un policier, à l'époque, pas les militaires d'aujourd'hui qui boivent le vin avec les galons dans les bars. Non, mais c'est ça. Encore que Madame Mani... Non, mais c'est connu de tout le monde. Cela ne justifie pas... un homme de corps ne pouvait pas aller s'asseoir dans un bar avec la tenue pour boire le vin. Aujourd'hui, on le voit. Monsieur Armstrong, je ne vous apprends rien. Moi, mon oncle qui m'a élevé, quand il arrive le soir, il dit Nyangui, attends, moi, il faut savoir que c'est une bastille. J'ai encore les cicatrices ici. C'est ce qui fait que j'ai élevé mes enfants comme un homme. Aujourd'hui, je suis fier de mes enfants. Donc, ceux qui racontent les histoires en disant que famille monoparentale, je dis c'est une fausse histoire. Quand tu ne peux pas élever ton enfant, tu laisses tomber. Même quand on parle de pauvreté. Comment ça se fait-il que les étrangers arrivent à venir s'enrichir ici, au Gabon, et nous-mêmes, nos Gabonais, nous sommes pauvres parce que nous sommes habitués à la facilité. Une mère de famille passe à la télévision avec ses 4 filles en bonne santé pour dire, monsieur le président, nous souffrons. Tes filles souffrent, elles partent, excusez-moi l'expression, elles partent se faire les bébés, elles ne souffrent pas, mais pour travailler, elles viennent dire au président, aide-nous. Vous pensez que le président est venu ici pour aider tous les problèmes? Non, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine. Quelqu'un, tu as travaillé toute ta vie, tu n'as pas pensé à construire. Aujourd'hui, tu te retrouves au chômage, tu appelles le président, aide-moi avec les enfants. Quand tu travaillais, tu ne savais pas qu'il fallait construire, tu ne savais pas qu'il fallait penser à ton avenir. C'est l'éducation qui manque au Gabon. Il faut dire que nous sommes les descendants de Kunta Kinte. Il faut qu'on nous mate. La population gabonaise est appelée à être matée pour qu'elle comprenne. C'est peut-être exagéré de le dire. Non, je n'exagère pas. C'est peut-être exagéré de le dire. Comment une personne qui a 2 pieds, 2 mains, tu es grand, tu es belle femme, tu dis tu souffres. Parce que tu es habitué à voir cadeau. Tu peux faire aller pavaner, excusez-moi l'expression, en longueur de journée, amener les enfants. Ta mère déjà, elle est pauvre. Toi, tu vas encore ajouter les enfants pour ajouter la pauvreté plus. On va où avec ça? C'est nous-mêmes qui sommes à l'origine. Oui, je sens que vous voulez prendre la parole. Je vous laisse certainement revenir sur les différents aspects qui ont été évoqués. Parlons justement de cette responsabilité au sein de la cellule familiale elle-même. D'aucuns parlent de pauvreté, d'éducation, mais en réalité, lorsque vous avez un enfant qui sort de la maison, pourquoi doit-il se laisser influencer par l'extérieur quand l'éducation que vous lui donnez à ce dernier est une éducation solide? Écoutez, M. Armstrong, comme je le disais tantôt, mon propos liminaire, je disais que la violence est un objet social construit. L'être humain, en soi, comme on le dit de coutumance, la violence est inhérente à la nature humaine. Mais son expression est due au fait que l'on soit en contact des facteurs, des stimuli qui vont susciter en nous l'expression de cette violence-là. Je suis enseignant psychopédagogue et puis j'aime bien enseigner mes étudiants en leur donnant l'image du développement de l'individu. Et là, je vais emprunter la démarche des psychologues de développement.
l'approche piagétienne du développement de l'individu, c'est que de 0 à 2 ans, c'est le stade des sens. En ce moment, l'enfant développe son intelligence à partir des sens. Il va toucher, il touche du feu, il sent que ça brûle, et s'il revoit le feu, il ne mettra plus sa main. De 2 à 7 ans, c'est le stade préopératoire. Et en ce moment, l'enfant apprend par des symboles. Et c'est le stade de l'égocentrisme. Lorsqu'on éduque nos enfants, il faut connaître les niveaux de développement. Et moi, je pense que dans toutes les maternités, il faudra un psychologue de développement pour expliquer aux mamans les différents niveaux, les stades de développement et à quel moment on va adapter un contenu éducatif à un enfant en fonction de sa capacité et de la tranche d'âge qui correspond à ces savoirs-là. Alors, je parle d'égocentrisme. Je n'ai pas envie de vous interrompre, mais regardez, Ne m'interrompez pas. vous avez fait de belles études. Aujourd'hui, vous êtes enseignant, vous êtes chercheur. Est-ce qu'en réalité, vos parents ont eu besoin de tous ces éléments pour faire de vous la personne sûr. que vous êtes devenue aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoutez. Parce que à des moments, on a l'impression qu'on veut trouver des excuses à cette violence. Non. Dites-nous, poursuivez. Alors, écoutez, la psychologie est une conception, la psychologie est une conception moderne, mais qui a existé bien avant la modernité. D'accord? Ma grand-mère n'a pas fait psychologie, mais elle a pratiqué la psychologie. D'accord? Mon grand-père, ma maman n'a pas fait de la psychologie, elle a pratiqué de la psychologie. Et cette psychologie, c'est une psychologie naïve, mais elle existe. Nous sommes ici pour dénommer, pour expliquer des faits qui ont existé, dont on n'avait pas le savoir. D'accord? La crise de la solidarité. Lorsqu'un enfant veut s'accaparer tout, que font les parents? Aujourd'hui, les familles, même les familles dont on parle aujourd'hui, on disait qu'à l'époque, l'enfant est l'enfant de la communauté. Ce sont les grands frères du quartier qui nous prenaient à l'oreille pour nous amener à la maison. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise d'abord de solidarité familiale. Même les parents, entre eux, ne s'entendent pas du tout. Les églises sont venues tous séparés. Tout à l'heure, j'ai dit que Non. le père et la mère. Bon, écoutez, malentendus. c'est une question idéologique, mais moi je vous dis que la responsabilité, d'accord, la responsabilité en ce qui s'agit de la violence, c'est une responsabilité partagée et je pense que mes interlocuteurs l'ont dit. Qu'est-ce qu'il y a de faire à partir de ce moment? Parce que oui, responsabilité partagée. Qu'est-ce que l'on fait? La société doit récupérer. Écoutez, il faut réprimander. Comment sauver? La violence Ouais. doit être réprimandée à partir des modèles d'identification. On s'identifie à qui désormais aujourd'hui? Est-ce qu'un enfant désormais s'identifie à son père? Vous allez me dire que les parents aujourd'hui n'éduquent pas leurs enfants, vous êtes sûr? C'est la question. Vous êtes qui sûr reste qu'on entière. n'éduque pas nos enfants? La précarité dont on parle, vous pensez que la précarité est seulement matérielle? La précarité psychologique, vous pensez qu'elle n'existe pas? C'est parce que j'ai tout à la maison que je suis forcément aisé? Vous pensez que le bonheur, il est forcément factuel, il est forcément tangible? Mais tout ce qui relève de la psychologie, c'est ce qui est à la base de la crise aujourd'hui. Que vous ne le veuillez ou pas, je suis d'accord avec Mme Nyangui, mais laissez-moi vous dire que la base, le fondement de tout comportement, c'est la psychologie qui est au cœur de la base des comportements. Et les interactions sociales sont source d'influence sociale. Et l'influence sociale, c'est ce qui est à la base justement de nos pratiques. Qu'il s'agisse de la famille, qu'il s'agisse de l'école ou de la société en elle-même, les torts sont partagés. Et ce qu'il y a lieu de faire, je suis d'accord avec madame, il faut faire des assises. Tout le monde est coupable. Et tout le monde est coupable. Les enfants de madame Nyangui alors, sont éduqués, excusez-moi, je vais terminer, je vais chuter. Les enfants de madame Nyangui sont éduqués au modèle qu'elle souhaite. Mais ils sont en contact avec d'autres enfants qui ne sont pas éduqués sur la base de ces modèles-là. Et les interactions entre pairs, il y a des modèles d'identification. Ils peuvent être victimes de violences. Ils ne sont pas forcément producteurs de violence, mais ils peuvent être victimes de violence. Et en ce moment, Mme Nyangui va interroger pas ces enfants qui ne sont pas producteurs, qui sont victimes de violence. Mais est-ce que le fait pour Mme Nyangui de bien éduquer ses enfants suffit pour éradiquer la violence? Parce que c'est la société qui produit la violence. C'est pourquoi il faut interroger les autres parties à intégrer justement les modèles que l'on va estimer les meilleurs pour éduquer. Même l'éducation D'accord. traditionnelle. Madame Lenyongo, je vous laisse également répondre à la question. La tradition est devenue sorcellerie. C'est maintenant l'Église. L'Église aussi ne fait plus ce pourquoi elle est devenue. D'accord. Madame Annie Gisèle Nyangui Moukani, on va permettre à Madame Lenyongo de répondre également à la question. Comment faire?
Quelles sont les solutions? Là, tout de suite. Les assises, d'accord, il y en a eu tellement au Gabon. Les assises, non, c'est pas tant la solution immédiate. La solution immédiate, c'est d'aller chercher les problèmes à la source, qui est la famille. Parce que je me dis, l'enfant est enfant à la maison, il est élève en classe. C'est juste le comportement de la maison qui répertorie à l'école. Donc, c'est le premier cercle d'éducation, c'est la famille. Donc, nous devons faire en sorte que le parent reprend son rôle, reprend ses repères. Parce que Mme Nyangui parlait de repères. La société gabonaise n'a plus de repères. Nous avons acquis des comportements extérieurs, mais on va pas aller contre la mondialisation. Mais je pense que dans la mondialisation, nous devons prendre ce qui est bien et laisser ce qui est mauvais. Alors, lorsque vous, parents, par exemple, à la maison, vos enfants écoutent un genre musical, on connaît certains de nos artistes, pour le petit clin d'œil à celui qu'ils appellent l'oiseau rare, ce qu'ils chantent, ce qu'ils disent, c'est des messages qui ne sont pas forcément de bons messages pour un enfant de 14 ans, mais des parents qui laissent, par exemple, ces enfants-là interpréter ces musiques, danser ces chansons, danser même avec les enfants au moment où ça se fait. Est-ce qu'on peut arriver réellement à apporter de véritables solutions? Mais voilà pourquoi je disais que le problème, il est réel et toutes les parties de la société sont touchées. Excusez-moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut Toutes les parties, oui, toutes les parties de la société. Ces images passent. c'est pourquoi j'ai dit que... La communication également, on est coupable. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on s'asseye. Il y a qu'un s'asseoir qu'on pourra s'asseoir. Il faut qu'on s'asseye. Je pourrais qu'on s'asseye. Oui, je vous en prie. Oui, madame. Oui, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on s'asseye. Quel que soit le niveau, que ce soit au niveau de l'école, pour se demander qu'est-ce que nous faisons. Les enseignants, ils ont leur expérience. Les parents aussi ont leur expérience. Tout à l'heure, elle a dit, on a des enfants qui frappent leurs parents. Les parents cachent. Il y a des enfants qui frappent leurs parents. Donc, lorsqu'il sort de la maison, quand il est déjà reconforté dans son laisser-aller, où il est le dur de la maison, lorsqu'il va dehors, forcément, il fait la même chose. Tout à l'heure, je parle des étages. Non, c'est pour me dire, j'ai voulu dire par là que nous devons échanger sur la question. Elle est tellement importante. On doit se retrouver. On doit se retrouver parce que même cet enfant qui frappe, il a aussi des parents derrière. Lorsque j'étais avec des enfants de la rue, à la maison Arc-en-Ciel de Sainte-Marie, de leurs histoires, j'ai beaucoup appris. Et tu te dis, mais est-ce qu'on jette un enfant? Quand je dis, ce sont également des enfants qui ont aussi des parents, mais qui sont désolés de se rendre compte que malgré tous les efforts qu'ils ont faits, l'enfant, il est dans une autre dimension. Il y a même des petits Lucifères. Des parents même te montrent des petits... Madame... Non, enfin, des petits Lucifères, ce sont les enfants à qui vous donnez l'éducation. Non, parce qu'ils sont d'une méchanceté. Tout à l'heure, lorsqu'un enfant veut tout pour lui. Mais ça commence comme ça. Il ne pense pas aux autres. Ça commence tout petit. Donc du coup, voilà. Donc, parce que maintenant, aujourd'hui, il faut absolument qu'on en parle. Quels sont les modèles qui ont marché? À côté de la répression, il faut également donner la possibilité de rattraper les choses, de réinsertion. C'est ça dont je parle. Et ça, il n'y a que tous les parents, ensemble, on a des associations de parents d'élèves. Pourquoi ils ne se retrouvent pas pour aborder ce genre de questions? Ils sont seulement pour discuter les cotisations. Non, est-ce que vous voyez un peu? D'accord, oui. Oui, madame Justine Leté. Vous avez... Je vous en prie, Anne-Lisa Nyangui-Moukane, oui. Je voulais juste revenir sur les pistes et des solutions. Vous avez parlé des assises, mais quand on va se retrouver dans des assises, on va plus ou moins énumérer ces pistes et solutions. Que ça soit dans la famille, il faut qu'on ramène le dialogue parent-enfant. Il faut apprendre aux enfants la gestion de la colère parce que ça, c'est à la maison. Moi, je prends par exemple le cas de mon enfant. Moi, je ne passe pas Noël avec mon enfant. Pourquoi je ne passe pas Noël? Mais depuis tout petit, j'ai dit à mon enfant que Noël, c'est pour... Toi, tu as déjà tout à la maison, mais je dois passer Noël avec des enfants à l'orphelinat. Ces enfants n'ont pas de parents. Ces enfants n'ont pas de cadeaux. Donc, chaque année, je dois aller passer Noël avec ces enfants qui n'ont pas de parents. À un moment donné, j'oublie, c'est mon enfant qui me rappelle, mais maman, nous sommes déjà le 23, est-ce que tu as déjà acheté les cadeaux des enfants qui n'ont pas de parents? Mon enfant, aujourd'hui, il a 15 ans. Celui qui me rappelle que non, tu sais, il faut commencer à penser, là, même ce matin, il m'a dit, nous sommes déjà au mois de novembre. Et donc là, est-ce que tu as déjà commandé les cadeaux des enfants abandonnés? Parce que lui, il est habitué à ça. Et donc ça, c'est déjà
le sens de la famille qui est là. Ça, c'est l'une des pistes des solutions. Et l'autre piste des solutions, c'est dans les écoles. Dans les écoles, je crois que, et comme disait Mme Nyangui, on parle de cotisation. On a des enseignants qui oublient leur rôle. Donc, la perte d'autorité, même au niveau de l'école, joue un rôle primordial, peut impacter. Donc, il faut mettre en place des cellules d'écoute. Alors moi, Des cellules d'écoute, des médiations scolaires. J'ai vu ça dans les autres pays, même dans les pays où il y a vraiment la violence, comme en Afrique du Sud. Il faut former les enseignants à la prévention. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants, moi, je me souviens qu'on avait des enseignants avant qui n'étaient même pas des enseignants gabonais. Hein, parce que nous, avant, c'était ceux qui revenaient d'ailleurs. Mais on vous enseignait, on vous parlait de la prévention. On essayait de vous éduquer sur la maîtrise de la colère. Et quand l'enseignant arrive, avant de commencer le cours, c'est le même enseignant qui disait « respirez, expirez », genre pour plus ou moins vous mettre à l'aise avant de commencer son cours. C'était une manière de ramener la sérénité au niveau de la classe avant de lancer. Et en milieu scolaire, par exemple, vous avez des parents qui sont en contradiction avec le comportement, ou encore les valeurs qu'inculquent les enseignants. Ça n'empêche pas l'enseignant de jouer son rôle. L'enfant, vous avez dit tout. Vous avez exposé. Parce qu'à la maison, on lui dit quelque chose, et à l'école, on lui dit quelque chose. Mais ce sont des programmes, quand on parle des assises, c'est parce qu'on va mettre en place ces programmes. Ce sont des programmes, donc le parent sera obligé d'accepter, parce que ces programmes existaient avant. Comme l'a dit Mme Nyangui, aujourd'hui, on a pris la peine d'enlever tout. On nous amène l'éducation que on n'arrive même pas à se retrouver. On parle même, quand les Nations Unies apportent un programme comme celui que Mme Nyangui, je n'ai même pas envie de le prononcer, et quand ils apportent un programme, on demande à l'administration, au pays, de contextualiser le programme. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte des réalités de votre pays. Mais on a l'impression qu'au niveau de notre administration, les gars, les cadres, ils disent oui, mais ils ne savent même pas. Mais pourquoi ces mêmes programmes qu'on nous impose ici, ils sont aussi les mêmes programmes dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, comme au Sénégal. Mais pourquoi ils contextualisent conformément à leur rythme, à leur culture, à leurs us et coutumes? Pourquoi au Gabon, on va nous imposer quelque chose? Mais personne n'a jamais imposé via les organismes internationaux. C'est nous-mêmes qui prenons pour, on peut dire, la paresse. On prend tout, on fait un copier-coller et on passe. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut, au niveau de la société, des médias, comme Mme Nyangui a dit, vous êtes aussi des responsables. Quand vous passez l'oiseau râle à tout moment, et vous saviez que le champ la parle, prendre la drogue, prendre je ne sais pas, mais l'enfant passe son temps et ça joue sur le moral de l'enfant, ça joue sur le mental de l'enfant. Donc, c'est un problème qui concerne, comme a dit, tous ceux qui sont... Ça nous concerne, nous tous. Et la famille, l'école, ça concerne aussi l'administration. Mais on a parlé de la violence institutionnelle, où vous avez un enfant qui n'a jamais eu une moyenne pour aller en classe supérieure. C'est celui qui passait son temps à déranger les autres. Mais à la rentrée, on sait que, moi j'ai eu mon fils qui m'a dit, cet enfant avait redoublé, il se retrouve dans notre classe. Mais ça joue sur le moral, parce que le parent est allé payer. Il sait très bien que son enfant est chaud. D'accord, on va évoluer dans ce débat. D'ailleurs, nous arrivons au terme, puisque nous aurons une série d'émissions sur cette question liée aux violences en milieu scolaire et en dehors au Gabon, parlant de cette recrudescence. Demain, d'ailleurs, nous nous attaquerons à la question liée directement à la responsabilité de l'école, en parlant de ces violences. Mais que retenir? Et quelles sont les pistes de solutions à proposer ce jour, en ce qui concerne justement, en parlant du regard de la société pour le cas de ces violences? En commençant par vous, Judas Nzoku. Chers amis, j'ai très brièvement regardé, le temps était court, j'ai quand même pris quelques dizaines de minutes pour regarder les résultats, la synthèse des résultats de mes collègues chercheurs. Et j'ai vu que des pistes de solutions ont déjà été proposées, publiées et mises à la disposition déjà des associations des parents d'élèves, des autorités aussi, notamment du ministère des Affaires sociales et de la famille, etc. Je prends juste un exemple. Pas de course, je vous prie. Bien sûr. La prise en charge en milieu scolaire, bien sûr, là je parle du milieu scolaire essentiellement,
la prise en charge des cas de violence. Ils ont proposé, par exemple, de revoir les regroupements d'établissements qui causent une grosse densité démographique des élèves et qui constituent aussi là un terreau favorable à l'expression de la violence, la formation des gangs d'élèves, etc. Et donc, ils ont proposé, les chercheurs ont proposé aux autorités, par exemple de l'éducation nationale, de mieux repenser le processus administratif de regroupement des établissements. Ce n'est qu'une piste parmi tant d'autres. Il y a aussi le suivi, hein, les cellules des psychologues, les cellules des coachs, les travailleurs sociaux mettent plus de moyens, c'est-à-dire que l'infrastructure éducationnelle doit être plus performante en termes de prise en charge et en matière de suivi des cas identifiés comme violents. Mais je voudrais quand même à tout le plateau, quand même rappeler que la violence n'est pas que physique. Et on n'a pas besoin d'être en colère pour exercer de la violence. Vous savez, par exemple, et les psychologues le savent très bien, le harcèlement, ça peut paraître un jeu pour celui qui l'exerce sur ses condisciples, sur ses camarades. Pourtant, c'est de la violence, parce que ça traumatise les camarades qui subissent ce harcèlement. Donc, vous voyez que la violence n'est pas forcément l'expression d'une colère intérieure. D'accord. Madame Essono, que retenir? Alors, retenir que nous devons tous nous y mettre dans les établissements, en plus de ce qu'il a dit, parce qu'il n'y a pas que les établissements qui ont beaucoup d'élèves. Un collège tel que René Descartes, mes enfants y ont fréquenté, les effectifs sont réduits. L'éducation nationale peut également, pourquoi pas décerner en fin d'année des prix aux établissements où il n'y a pas eu des cas de violence signalés, tels que font les entreprises, zéro accident, tolérance zéro. Puisqu'on parle de la tolérance zéro, on peut mettre des éléments aussi dans les établissements. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de s'asseoir, faire des assises. Les anciens aussi peuvent être impliqués. Parce que lorsque vous parlez de la question du harcèlement, il y a aussi des anciens qui harcèlent. Mais ce n'est pas ça l'objet du débat ici. Donc on peut s'asseoir, réfléchir, en impliquant même les chefs de quartier, les chefs de village. Ça va de très loin. Les administrations, nous sommes tous des parents. Tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes tous des parents, autant des enfants agresseurs que des enfants agressés. Et comme on ne jette pas un enfant, comment faire pour récupérer ceux qui sont signalés dans ce genre de cas de figure? Il y a ceux qui sont à l'école, c'est vrai, mais il y a aussi le grand nombre qui ne partent plus à l'école. Je vous parlais tout à l'heure le cas des enfants de la rue, qui sont aussi des jeunes, mais qui sortent de familles, soit recomposées, peu importe, mais on doit entrer dans leurs histoires de vie pour essayer de mieux leur apporter les solutions de se remettre sur le droit chemin. C'est de ça dont il s'agit. Et d'aider surtout les parents. Beaucoup de parents ont besoin d'être aidés aussi par rapport à cela. À l'époque, les parrains, les marraines jouaient le rôle. Lorsque les parents ne peuvent pas communiquer à l'enfant, c'est vers eux qu'on se tournait pour aider l'enfant. Malheureusement, ça ne marche plus. Donc, je pense qu'il est encore possible de rattraper les choses si nous revenons à l'essentiel, comme l'a dit tout à l'heure Mme Moukayi. Il n'est pas encore... Madame Eurydice Lenyongo, que retenir? Il y a des modèles enseignants, c'est la pédagogie. Voilà. Ouais. On va aller dans la sensibilisation. Le phénomène, il existe. Il faut que tout le monde en prenne conscience. Il faut vraiment qu'on fasse des campagnes de sensibilisation, que ce soit médiatique ou encore physique. Voilà. D'accord. Écoutez, moi je suis pour la censure. Comme je le disais, je vais être bref, très bref d'ailleurs, parce que la violence est un objet construit socialement. La violence n'apparaît pas, elle s'exprime. Et lorsque la violence sort du cercle familial pour devenir un fait social, le premier responsable de la régulation de ces violences-là, c'est l'État. C'est le pouvoir public. Le pouvoir public doit pointer tous les facteurs qui contribuent à la violence, à l'expression de la violence. Nous avons parlé de la musique, d'accord? La musique urbaine. Elle est productrice de violence. Les réseaux sociaux, sans censure. Il y a des États aujourd'hui dans le monde, vous rentrez dans TikTok, vous ne verrez pas de scènes de violence. Vous avez, en dehors, à côté justement de ces réseaux sociaux-là, vous avez les comportements parentaux. Vous avez les drogues, vous avez l'alcool. Autant d'éléments qui sont
en réalité des facteurs déclencheurs de l'expression, justement, de l'expression de la violence. Il faut cibler ces éléments-là, rentrer dans un modèle de censure, de sorte à inviter les uns et les autres qui s'exposent justement à ces contenus-là, être poursuivis pénalement. D'accord. Et je vais terminer. Pour ce qui est des parents, l'expression de la violence à l'école ne doit nullement désormais incomber la seule responsabilité de l'élève. Les parents doivent désormais être taxés d'amende pour qu'ils se remobilisent dans le suivi de leurs enfants. Parce que les carences affectives, je suis pris par le boulot, je ne regarde pas mes enfants, mais s'il y a expression de violence, une violence produite par mes enfants, je peux répondre pénalement de l'exercice de la violence produite par mon enfant. D'accord. Il faut arriver sur cette répression-là. Madame Mani Gisèle Nyangui Moukani, vous avez quelques secondes seulement. Nous sommes arrivés au terme de cette Pourquoi émission. vous me précisez les Je vous en prie. Ouais. Mais Samson, moi je veux revenir sur les assises. Tout ça là, c'est des pertes d'argent pour rien. D'accord. Dans ce Gabon, on s'est assis plusieurs fois, rien n'a abouti. Comme disait mon frère à côté, il faut sévir. Il faut l'applicabilité de toutes les mesures qui sont prises. On parle de drogue. Depuis tous ces derniers temps, on démantèle le réseau de drogue. Mais pourquoi vous gardez les personnes qui amènent la drogue là au Gabon? Pourquoi ne pas les extrader dans leur pays? Vous les gardez ici, pourquoi? Vous prenez la drogue, vous incinérez, ils sont là, ils refont la même chose. On est fatigué avec ça. La violence chez les jeunes. Mais c'est ça, c'est la drogue. Celui qui commence à cogner l'enfant de tuer les coups de poing à la figure, c'est quoi? Parce qu'il allait se droguer. Il confond l'enfant de tuer à un animal à cause de la drogue. Les ameneurs de drogue là, pourquoi vous les extradez pas chez eux? Vous les attrapez tous les jours, on voit la DCC, c'est parti attraper. Ils font quoi au Gabon? Rapatrier les Madame chez eux. Annie Gisèle Nyangui Moukani. Oui, on est fatigué. Appliquer ce qu'il y a applicable, on est fatigué des assises, on est fatigué. On est fatigué. La société gabonaise doit reprendre ses lettres de noblesse, elle doit reprendre tout ce qu'elle a perdu. Nous fions maintenant à l'Hexagone. L'Hexagone, eux, ils ont leurs coutumes. Ils peuvent amener la dépravation de mœurs, ils peuvent amener la pédophilie, c'est eux chez eux. Chez nous, on ne connaît pas ça. D'accord. Voilà. Donc, la société doit, l'État, société, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. On doit reprendre. Les parents, quand tu sais que tu n'as pas de moyens, ça ne vaut la peine d'aller mettre un enfant au monde pour que l'enfant souffre. Ça aussi, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas tout d'accoucher tous les jours pour dire je souffre. Mais qui t'a envoyé? Faire le commerce, si les Béninois arrivent à vendre les gâteaux pour nourrir leur famille, envoyer leurs enfants à l'école, pourquoi toi tu ne peux pas faire? Toi-même, tu fais les enfants, ils souffrent. Les enfants, ils ont encore fait les enfants, ils souffrent. La maison, président, je souffre. C'est le président qui t'a envoyé. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Annie Gisèle Nyangui Moukani, vous êtes syndicaliste. Merci à toutes et à tous d'avoir apporté un peu de votre expertise sur cette problématique liée à la violence chez les jeunes, en milieu scolaire et même en dehors. C'était le regard de la société. Nous nous retrouverons très prochainement pour aborder la responsabilité de l'établissement, de l'enseignant, en ce qui concerne la violence chez les jeunes. Au revoir.